Un bout de cerveau avec vous et un autre extraordinaire. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à La Rochelle Université. Je suis Jean-Marc Augier, président de l'université. Quelques mots pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue et donner quelques éléments de contexte concernant la première qu'on est en train d'organiser ce soir avec les deux collègues qui sont à ma droite, qui vont se présenter juste après que je ne le fasse. Donc vous êtes dans La Rochelle Université, une université assez jeune qui fête ses 30 ans cette année, qui connaît de profondes transformations en ce moment et qui essaie, parmi ses missions, de travailler fortement, d'intensifier ses relations entre sciences et société et faire en sorte que on puisse davantage contribuer au discernement de la part des citoyens face aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et accompagner la culture du citoyen par de l'objectivité scientifique. C'est un vrai sujet sur de nombreuses problématiques, la transition climatique, la transformation numérique, la santé et autres. Tout le monde est un peu médecin aujourd'hui avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, les différents sites Internet qui vous donnent des informations plus ou moins erronées, qui sont ensuite instrumentalisées par les uns et les autres. Et il est important qu'on puisse revenir à la réalité de la science. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on va partager avec vous et qui vont être présentés ce soir. Donc, juste vous dire que dans l'université, vous la connaissez sans doute toutes et tous comme un lieu de formation. Évidemment, on a 9000 étudiants, un petit 9000 étudiants, 100 millions d'euros de budget, 1000 salariés. Voilà ce que c'est l'université en quelques chiffres. Nous faisons de la formation, de la recherche, bien sûr. Et donc, il y a quelques chercheurs de laboratoire là, qui sont un ancien directeur de labo, M. Pio, là, qui est avec Sophie Sablé, qui sont des équipes biotechnologie d'un gros laboratoire de recherche. Ah oui, je vois aussi d'autres collègues, Michel et mes collègues qui sont ici, là. On travaille aussi beaucoup avec le secteur socio-économique, en relation avec le milieu, avec les entreprises, et en particulier dans le domaine de la santé. Pas seulement, mais en particulier dans le domaine de la santé. On accompagne le développement d'entreprises du territoire. La plus emblématique actuellement, c'est Valbiotis. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc Valbiotis, qui est une entreprise qui est un peu née et accompagnée, qui est accompagnée par l'université dans sa croissance. On travaille beaucoup sur l'internationalisation pour faire en sorte de construire des citoyens qui soient responsables et notamment des euro-citoyens aujourd'hui avec l'opportunité que nous avons avec des universités européennes qui sont en cours de création. Et puis évidemment la diffusion de la culture scientifique est un sujet essentiel parce que aujourd'hui la manipulation, l'instrumentalisation des informations qu'on peut trouver sur le web, c'est un sujet majeur. Et donc quand M. Flamand et M. Lapez sont venus me voir pour me dire est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour contribuer à cette lutte, travailler sur la lutte contre les obscurantismes, la manipulation de l'information, évidemment on a dit banco, on y va. Et on se retrouve ce soir pour ce lancement de cette première séance, avec un rythme qui va se tenir tous les 2 mois à peu près, à raison d'1 heure, 1 heure et demie par séance. Et on espère que ça va monter en puissance et que ça contribuera à irriguer les citoyens du territoire sur ces questions. Sachez que j'en profite pour faire la pub sur ce qu'on fait aussi, indépendamment des collègues avec la santé. Nous avons de nombreux événements qui sont de cette nature chaque année, notamment co-organisés avec la Fondation de l'Université qui nous accompagne aussi. Et cette année, nous aurons la chance d'avoir Cyril Dion, que vous connaissez peut-être, qui a fait le film Animals, justement sur la question de la lutte sur les enjeux liés à la transition climatique. Et régulièrement, on a des conférences un peu thématiques sur différents sujets. Enfin, un dernier mot pour vous dire que, encore une fois, chaque année, nous organisons des journées liées à notre stratégie de spécialisation scientifique. J'ai proposé à l'université, depuis que je suis élu, de se spécialiser sur les questions de développement durable en zone littorale, ce que nous appelons le littoral urbain durable intelligent. Et chaque année, nous organisons des événements qui réunissent des élus, des entreprises, des scientifiques et des citoyens pour travailler ensemble sur des réflexions collectives pour protéger ce territoire qui est potentiellement menacé par la transition climatique et la montée des océans. On en a tous conscience. Il est important qu'on travaille tous ensemble sur ce sujet. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Et je vais laisser la parole à M. Flamand et M. Lapez qui vont eux-mêmes vous dire quelques mots sur le contexte de ces soirées. Bonsoir, Laurent Flamand, directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé. Je vais être assez concis pour laisser M. Chicolella prendre la parole et être le plus complet possible dans son exposé. Juste préciser que l'Agence est particulièrement ravie aujourd'hui de pouvoir initier ce partenariat avec le Conseil territorial de santé et l'université pour pouvoir aborder régulièrement des questions de santé qui sont autant sur l'environnement, le soin que le parcours ou la santé et le bien-être. Ça nous paraît essentiel parce que quand on discute avec tous les acteurs que l'on peut
avoir autour de nous à l'Agence régionale de santé, que ce soit des acteurs du soin ou des secteurs représentants des usagers. On partage tous qu'il y a toujours besoin pour les citoyens de leur apporter de l'information, comme vous le soulignez, qui puisse être scientifique, réelle, qui puisse montrer la vraie situation que l'on vit aujourd'hui dans nos systèmes de santé et puis dans la prise en charge des patients, mais pas d'être parfois dans des a priori et de dire les vraies choses. Donc c'est particulièrement important pour nous de commencer ce soir, de pouvoir ensuite prendre le rythme à partir du mois de septembre et de se retrouver, comme vous le soulignez, Monsieur le Président, tous les 2 mois. On va essayer d'instituer ça le jeudi soir, le dernier jeudi du mois, enfin le 4e. On va appeler ça la santé en question et choisir finalement des thèmes réguliers qui puissent répondre aux attentes. Donc on va dès cet été à programmer pour la rentrée les autres séquences, les séances que l'on tiendra ici régulièrement et qui, en plus, merci à l'université de permettre à ce que cette captation puisse aussi avoir lieu et qu'une diffusion sur YouTube puisse avoir faite en direct et en même temps en replay pour permettre au maximum de personnes de pouvoir en profiter. J'en dirai pas plus puisque l'intérêt, c'est surtout de parler des perturbateurs endocriniens et de leurs nouveautés. Je serai encore plus bref parce que vous avez déjà tout dit sur la conférence et son cycle. Je vais simplement dire un petit mot sur le Conseil territorial de santé, en fait, qui est un organisme qui n'est pas très connu. En fait, c'est une assemblée d'une 50aine de membres dans lequel vous trouvez donc tout le monde de la santé au sens large, c'est-à-dire les parlementaires, les élus locaux, le monde hospitalier, clinique, la médecine de ville, les associations de patients, mais également donc, le monde du grand âge, c'est-à-dire les EHPAD et autres, et tout ce qui est le handicap et le médico-social. Cette structure existe depuis un certain nombre d'années et est appelée à se développer de par l'importance qui a été prise par la santé pour, par exemple, les élus locaux, de par les problématiques de l'accès aux soins et des conséquences donc, du changement climatique sur la santé. Donc voilà ce que c'est que le CTS. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien généraliste, j'ai toujours pensé que la connaissance du patient de problèmes de santé, mais non faussée par les informations qu'on peut avoir sur Internet, était importante. Et donc il fallait absolument, maintenant je suis là en tant que représentant de patients, il fallait travailler sur ces problématiques. Un patient qui est éduqué est un patient qui se soignera mieux et qui surtout évitera d'aller vers la maladie. La prévention, et qui est la partie très faible de notre système de santé, doit être donc développée et la connaissance fait partie de la prévention. On va vous écouter, monsieur, vous laissez la chair pour suivre votre présentation. Oui, voilà, je suis bien. Hop là, comme vous voulez, vous venez à ma place, je vais me De toute façon, j'ai le micro, donc voilà. Même si vous voulez appuyer sur des questions, change pas. Alors, j'ai même l'engin, voilà. Bien, écoutez, merci pour cette invitation. Je vais effectivement parler des perturbateurs endocriniens, mais je voudrais le situer effectivement dans un cadre plus global. C'est pas une niche, en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est un élément de compréhension, en fait, de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, qui se caractérise par cette croissance des maladies chroniques, et plus largement, l'actualité, il faut partir du concept de One Health et éclairer effectivement cette problématique à partir de ces enjeux. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté d'ailleurs un levier pour l'action, vous voyez, parce que c'est aussi dans cette dimension-là, je crois qu'il faut voir des choses. On a compris beaucoup de choses et on peut agir et avoir des résultats. Alors, quand je fais une conférence, je dis toujours que je vais faire une conférence optimiste, alors vous jugerez effectivement à la fin, parce qu'on peut effectivement faire une conférence très pessimiste sur ces sujets. Alors, il n'y a aucun problème, c'est facile. Mais oui, il y a matière à alimenter, mais en fait, je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Je pense qu'on a compris effectivement des choses et on peut agir et avoir des résultats. Je développerai comme exemple effectivement la question de l'infertilité et la question de la prématurité notamment. Voilà, donc moi je suis de formation chimiste et toxicologue. J'ai été pendant une vingtaine d'années dans un centre de recherche sur la santé au travail et puis une vingtaine d'années aussi sur les enjeux sur la santé environnementale, plus précisément. Et puis j'ai été aussi pendant 13 ans chargé du cours de santé environnementale à Sciences Po Paris, à l'école des affaires internationales, ce qui m'a permis aussi de travailler, de réfléchir sur toute la dimension plus politique de ces enjeux autour de la santé environnementale. Voilà. Donc je pars effectivement de l'actualité,
l'actualité parce que certes l'épidémie de Covid peut considérer qu'elle est en voie de pas de disparition, enfin d'extinction en tout cas, de façon, on n'est plus dans la période tendue effectivement des 2 années passées. Et je pars de cette première diapo sur cette publication qui est parue en novembre 2018. On avait demandé à des experts de l'OMS, avait demandé de désigner enfin les 10 risques prioritaires de maladies infectieuses. Et on retrouve effectivement des grands classiques comme Ebola notamment, et ils avaient mis la maladie X. C'est en novembre 18, hein, quand même. Et vous voyez ce que dit Peter Daszak, qui faisait partie effectivement de ce groupe d'experts. La synthèse de cette publication, c'était la maladie X résulterait probablement d'un virus d'origine animale, émergerait quelque part sur la planète où le développement économique rapproche les humains et la faune, se propagerait rapidement et silencieusement, exploitant les réseaux de voyage et de commerce humain, atteindrait plusieurs pays et serait difficile à contenir. En novembre 18, c'était bien vu, hein, on peut dire vraiment. Et le problème, c'est que c'est sorti, personne s'en est vraiment soucié. Alors, je ne dis pas qu'on aurait pu effectivement éviter cette pandémie, mais ça traduit effectivement un problème plus général, c'est-à-dire que quand on produit de la connaissance, la question, c'est pas seulement de produire la connaissance, c'est de la transformer en action publique. Et nous avons créé le réseau environnement santé, effectivement, avec cette grande ambition, puisque dans mon activité professionnelle, j'ai toujours été frappé par le fossé qu'il y avait entre la connaissance scientifique et ce qui était connu du grand public, mais aussi des responsables politiques. Et donc, aujourd'hui, on a démarré effectivement cette action il y a 14 ans, avec une affaire qui a marqué les esprits, qui a débouché sur l'interdiction des biberons au bisphénol A. Il y a eu un sondage il y a quelques mois, et on demandait aux Français qu'est-ce qui symbolisait le plus la question des perturbateurs endocriniens, et les gens répondent à 80% les biberons. Oui. Mais c'est très symbolique, parce qu'on a fait une matière plastique, et on a fait des matières plastiques à destination des enfants avec une hormone de synthèse. Ouais, c'était vraiment pas une très bonne idée. Et c'est-à-dire qu'on aurait dû arrêter. On n'aurait pas dû avoir cette idée même de... Et on a fait une matière plastique qui a inondé le monde entier, qui continue de l'inonder d'ailleurs, avec des conséquences extrêmement importantes du point de vue de la santé humaine et de la santé de l'écosystème. Voilà, donc revenir sur les zoonoses, l'importance de cette question était déjà identifiée. Il y a eu ce rapport de 2018, mais la FAO en 2006, le PNU en 2016, donc les organisations internationales prenaient position à un risque élevé de crise sanitaire majeure, largement sous-estimé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a bien effectivement un virus qui est effectivement en jeu, mais globalement, l'impact a été très important parce que, comme l'a dit l'OMS Europe dès 2020, l'enjeu, ça a été effectivement la sensibilité des populations humaines qui sont touchées par une pandémie de maladies chroniques. De prévention et de contrôle de l'obésité et des maladies non transmissibles sont essentiels pour se préparer à cette menace et aux menaces futures pour la santé publique. Je pense que l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, on a un peu trop tendance à considérer que c'est terminé, voilà, on revient au statu quo ante, voilà, alors qu'en fait, il faut intégrer dans la réflexion, préparer l'avenir, en sachant que la probabilité d'une épidémie de cette nature est tout à fait vraisemblable. Et on a eu finalement une situation, on a réussi à maîtriser, hein, mais le jour où le virus Ebola mute et se répand sur la planète, actuellement, la mortalité, c'est pas quelques pourcents, hein, c'est du 60, 70%, 80%. Donc, travailler sur la vulnérabilité de la société humaine actuellement, c'est faire reculer l'épidémie de maladies chroniques. Et on a eu cette enquête, ce travail qui a été fait par la CNAM et la NSM, qui est un travail remarquable, à partir de la première vague, qui a montré sur 47 maladies chroniques, 46 cas sur 47, une augmentation, après ajustement sur l'âge et sur le sexe, en gros un doublement de l'hospitalisation, un doublement des décès, qu'il s'agisse de l'obésité, du diabète, de l'insuffisance cardiaque ou des maladies respiratoires. Et quand on voit effectivement la progression des maladies chroniques en France, alors ce sont des données qui sont accessibles, c'est les données du régime général, les affections de longue durée. Vous voyez, en 14 ans, le nombre de malades chroniques pour maladies cardiovasculaires, diabète et cancer a doublé. Alors on
peut me dire, ah oui, mais c'est parce que les gens soignent mieux les gens, donc ils vivent plus longtemps, donc il y a un nombre plus important. Ça joue effectivement, mais ça n'explique pas effectivement la progression, puisque l'incidence, le nombre de nouveaux cas, a progressé pendant la période, a doublé. La population, elle, n'a pas doublé. Quand on regarde sur les moins de 60 ans, la progression de ces pathologies a été de 50%, la population n'a pas bougé, plus 1%. Donc on ne va pas expliquer par le vieillissement cette progression. Il y a une progression intrinsèque qui est liée à des causes environnementales au sens le plus global du mot environnement. Et ce constat est fait au moins depuis 2008 par l'OMS. C'est le plan mondial de 2008, j'ai intégré cette phrase de Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet. L'épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par rapport à d'autres problèmes de santé. On a eu des déclarations de l'Assemblée générale de l'ONU reconnaissant le caractère épidémique de ce développement des maladies chroniques. L'Assemblée générale de l'ONU a même fixé des objectifs du type arrêt de la progression de l'obésité et du diabète, qui fait qu'actuellement, cette épidémie continue sans être vraiment bloquée aujourd'hui. Parce que la prise de conscience ne s'est pas faite, et notamment l'action n'a pas été menée sur les causes intrinsèques de cette épidémie. Et donc le concept de One Health doit être repensé non pas simplement comme la relation entre la santé humaine et la santé de l'écosystème, mais en intégrant notamment toute cette dimension sur les causes environnementales des maladies, c'est la place de la santé environnementale. Donc en février 2018, il y avait déjà une synthèse qui plaidait pour cette vision One Health. Voilà. Quand on voit la croissance effectivement de ces maladies chroniques, je ne vais pas développer dans le détail, je reprends ici la croissance de l'obésité, qui était censée effectivement être un élément majeur de la décision au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Vous voyez le changement qui est intervenu au cours du siècle passé. La génération née entre 1918 et 1924 a atteint le pourcentage de 10% d'obèses quand elle a eu en moyenne 76 ans. Et alors c'est une étude qui s'est arrêtée en 2012, donc mais déjà la génération née en 1980-1986, on a atteint le taux de 10% lorsqu'elle a eu 28 ans. Donc on voit bien la tendance très lourde et ça n'est pas en train effectivement de s'arrêter. Donc le diabète progresse effectivement là aussi extrêmement rapidement. On est passé de taux de 140 à 340 entre 1997 et 2015. Au niveau mondial, le phénomène, on est actuellement à peu près 500 millions de personnes touchées par le diabète. Et on a des éléments de compréhension, effectivement, j'y reviendrai effectivement dans le détail. Si on prend les cancers, même chose, progression extrêmement importante. Une donnée qui est très peu connue, la France, le cancer du sein notamment, la France est en 4e position. Le premier pays, c'est la Belgique. Le deuxième pays, Luxembourg. Troisième pays, les Pays-Bas. On voit effectivement un ensemble effectivement géographique qui devrait poser la question de savoir pourquoi effectivement on est dans cette situation. Ce sont des taux standardisés sur la démographie de la population. Donc on peut comparer effectivement avec d'autres pays comme le Bhoutan par exemple, qui a 20 fois moins de cancer du sein. La qualité du sperme, autre grand facteur qui devrait effectivement interpeller beaucoup plus. On a des données à partir notamment de cette étude menée à Paris. On peut dire qu'aujourd'hui, un homme de 30 ans a perdu 2 spermatozoïdes sur 3. Et à ce rythme-là, on arrive à 0 en 2050. 2050, c'est aussi l'échéance pour le réchauffement climatique. On n'a pas pris encore la mesure de cette évolution, alors qu'on a toutes les données pour comprendre les raisons. Et Le Monde titrait il y a quelques mois, à partir de la publication de la dernière étude de synthèse de Shanna Swan aux États-Unis, étude de synthèse au niveau mondial, alerte sur l'effondrement de la fertilité masculine. Et dans le livre qu'elle a publié en français, Nos enfants seront-ils fertiles en 2050 ? C'est le sous-titre du titre de ce livre qui est le compte à rebours, avec une accélération du phénomène. Et je crois que là, on n'a pas assez pris conscience de ce mouvement de fond, alors qu'on a une compréhension assez claire aujourd'hui des causes. Et les perturbateurs endocriniens sont en première ligne à ce niveau-là. Alors je partirai de l'actualité aussi. L'actualité, c'est cette conférence qui s'est tenue à Johannesburg au mois de mai, qui a lancé effectivement une alerte sur l'urgence silencieuse des naissances prématurées. Alors, on en a un peu parlé, mais c'est pareil, on n'a pas, je pense, suffisamment intégré cet aspect-là, sur le fait que c'est la première cause de mortalité infantile dans le monde aujourd'hui.
c'est aussi extrêmement important dans nos pays. J'y reviendrai, je vais passer un peu plus vite quand même. Voilà. Et on va retrouver effectivement les perturbateurs endocriniens dans cette explication. L'OMS, dans son rapport de 2012, parlait d'une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. C'est une cause effectivement de mortalité infantile et notamment de ce qu'on appelle la mortinescence des morts-nés. Je vais passer un peu plus vite. Voilà. On a une situation en France aussi particulière dans ce domaine, puisque là aussi une publication de l'an passé nous dit que la mortalité infantile progresse, alors progresse légèrement, mais la France était effectivement un pays en pointe dans le début des années 2000. On est aujourd'hui en 19e position sur 27 au niveau européen. Et c'est une situation qui devrait, là aussi, amener des réflexions sur les causes de cette situation. Voilà. Donc on a, c'est ce que je viens d'expliquer, on a des disparités effectivement importantes entre régions, entre départements. Moi, je mets effectivement le taux des États-Unis au même niveau, ce qui me permet de positionner la Guyane, qui est au taux du Mississippi aux États-Unis, qui est le pire État américain. Je crois qu'il y a une situation qui devrait interpeller effectivement et générer effectivement une politique. Je reviendrai effectivement aussi à ce niveau-là. Alors, quel lien avec les perturbateurs endocriniens? Alors, ils sont impliqués en fait dans tous ces phénomènes. Et donc, ça n'est pas une niche, ce n'est pas une curiosité, parce que j'ai parfois le sentiment que c'est perçu comme ça. C'est effectivement un bouleversement des connaissances scientifiques, et il est important que ce bouleversement des connaissances scientifiques soit compris non seulement des professionnels de santé, des professionnels du soin, mais aussi du grand public, et des acteurs, et notamment des acteurs économiques et des acteurs politiques. Parce qu'on a une compréhension aujourd'hui, c'est un élément déterminant de la compréhension de cette croissance des maladies chroniques, et c'est donc un levier pour l'action. On peut aujourd'hui agir et faire reculer ces grandes maladies chroniques. Alors, le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens a été formalisé en 1991, en fait, à l'occasion de la déclaration de Wingspread. Alors, Wingspread, c'est 21 scientifiques qui se réunissent et qui disent il se passe quelque chose, à la fois dans l'environnement, mais aussi au niveau des populations humaines, comment baptiser ce phénomène. Et ils vont se mettre d'accord sur le fait de l'appeler perturbation endocrinienne, parce qu'effectivement, ça peut sembler un inventaire à la Prévert, ce qui est montré, quand on lit la déclaration de Wingspread, on parle à la fois de la taille du pénis des alligators du lac Apopka. Alors j'aime bien citer cet exemple-là, si vous voulez savoir comment on mesure la taille du pénis d'un alligator, c'est quand même une vraie question. Hein. Il y a eu un documentaire de Sylvie Gillement il y a quelques années sur cette question des perturbateurs endocriniens. Elle avait été filmée, effectivement, le scientifique américain qui a publié sur ce sujet. Et ces alligators ont été contaminés par un pesticide organochloré qui avait contaminé leur lac, le lac Apopka. Et donc c'est à partir de c'est l'explication effectivement des micropénis en fait. Et ces micropénis sont observés actuellement dans la population humaine. Il y avait effectivement la reproduction notamment des aigles chauves, effectivement, qui sont le symbole des États-Unis, qui avaient du mal à se reproduire, parce que les coquilles d'œufs étaient fragiles. Enfin voilà, tout ça mis bout à bout, ça a conduit à générer effectivement ce concept de perturbateur endocrinien. Et le changement de paradigme lui-même a été codifié en 2009 à l'occasion d'un rapport de l'Endocrine Society aux États-Unis, mais qui a fait référence au niveau mondial. Le point essentiel, ça remet en cause effectivement ce qui a fait le fondement de la toxicologie pendant des siècles, qui était la dose fait le poison. C'était Paracel, sa dose fait le poison. Eh bien, ça n'est plus vrai pour les perturbateurs endocriniens, c'est la période qui fait le poison. C'est principalement ça l'idée essentielle, c'est l'exposition pendant la grossesse, et principalement d'ailleurs au début de la grossesse, qui va induire des effets sur la santé de l'enfant, du futur adulte et même sur la descendance. Donc la période fait le poison, les effets peuvent être plus forts à faible dose qu'à forte dose. Ça va à l'encontre du bon sens, parce qu'effectivement, dans la toxicologie classique, c'était le cas. Là, c'est en fait parce que ce sont des substances qui agissent comme les hormones, et les hormones sont régulées de cette façon-là. C'est les récepteurs qui sont détruits à forte dose, et donc on a effectivement une courbe en cloche généralement lorsqu'on a
une action effectivement des hormones et plus largement des perturbateurs endocriniens. Le troisième point, c'est l'effet cocktail. On mesure effectivement, on a des études qui nous montrent que 1 + 1 = 100. Donc on ne peut plus gérer effectivement à partir d'une seule dose. La latence entre l'exposition et l'effet. L'effet survient, il n'y a plus de trace directe. Mais il y a évidemment une trace indirecte. Et on sait effectivement le mécanisme, c'est l'action sur l'épigénome, sur l'expression des gènes qui est perturbée. Le cinquième point qui découle de ça, c'est l'effet transgénérationnel. Vous avez une exposition pendant la grossesse, et puis vous pouvez impacter la santé des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Vous voyez, c'est la conséquence, effectivement, en termes de responsabilité vis-à-vis des générations futures, quand on met effectivement sur le marché des substances qui peuvent être considérées comme des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc le mécanisme d'action, on le réduit souvent, c'est un peu réducteur, hein. La clé et la serrure, c'est effectivement, mais c'est aussi la formation de la clé et c'est la formation de la serrure. Donc on a une définition qui est acceptée maintenant assez généralement, c'est celle de l'OMS en 2002. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact chez sa progéniture ou au sein de populations. Donc, voilà. Et donc le mécanisme qui est effectivement clé, c'est le mécanisme de l'épigénétique. Alors on a cherché au cours de ces dernières décennies à tout expliquer par la génétique en fait, hein. On a une petite partie de l'explication. On a l'épigénétique, c'est l'expression des gènes, c'est des modifications qui viennent se greffer sur le génome, ce qu'on appelle l'épigénome, et on a à la fois plusieurs mécanismes clés, en fait, que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont bien identifiés aujourd'hui, qui permettent effectivement d'expliquer pourquoi cette transmission se fait notamment de génération en génération. Ce que l'on sait aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens, c'est l'impact sanitaire. On a une grande partie effectivement des maladies chroniques qui trouvent une explication liée à cette exposition, principalement donc, pendant la grossesse, qui va se révéler pendant l'enfance. Donc c'est toutes les maladies infantiles, notamment principalement les troubles du comportement, l'asthme, l'obésité, la puberté précoce. Chez les adultes, la manifestation va se traduire principalement par le diabète, par l'obésité. On a inventé pour décrire effectivement les substances qui induisent le diabète, on parle de substances diabétogènes, on va parler de substances obésogènes. On a effectivement aussi des cancers hormonodépendants, principalement cancer du sein, cancer de la prostate. Et donc, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, il suffit, entre guillemets, d'arrêter effectivement cette contamination pour faire régresser toutes ces maladies. C'est en soi, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire aussi, il faut trouver effectivement comment, parce que ces produits, ces perturbateurs endocriniens sont très présents en fait, ce sont les poisons du quotidien. Alors, on va les retrouver dans l'environnement, mais la source principale, c'est l'environnement intérieur. On reste encore avec l'idée que l'environnement, c'est l'extérieur, c'est la pollution. Alors ça existe, les effets sont importants, mais ces perturbateurs endocriniens, on les trouve principalement dans l'environnement intérieur. Les grandes familles, ce sont les phtalates. Les phtalates, sont principalement l'utilisation, ce sont les plastifiants. On va trouver les parabènes qu'on va retrouver dans l'alimentation principalement. On va retrouver alors on parle aujourd'hui des PFAS. Hein, là, c'est principalement les principaux, c'est le PFOA et le PFOS, mais on a mis 4500 derrière. Donc, la grande famille des perfluorés qu'on a utilisé de façon très systématique. C'est des milliers d'emplois. Alors, parce qu'ils ont cette capacité, effectivement, d'avoir une propriété anti-graisse notamment et anti-hygrométrie. Et donc, on va retrouver, effectivement, on les retrouve sur les cartons à pizza, par exemple. On les trouve notamment dans le rouge à lèvres. Ouais, on a fait un communiqué de presse l'an passé à l'occasion de la journée mondiale du rouge à lèvres. Il y a une journée mondiale du rouge à lèvres. On fait effectivement, on met des perfluorés dans le rouge à lèvres. C'est vraiment un besoin de l'humanité essentiel. Alors, donc après, effectivement, ça c'est assez facile de l'éliminer. Les alkylphénols, qui sont effectivement des produits, principalement des produits de lessive. Une partie des pesticides, pas tous les pesticides, mais une partie en tout cas. Formaldéhyde, ça on va retrouver ça dans les cols à bois principalement. C'est le bois pressé qui est la source effectivement de ces formaldéhydes.
Et puis la famille des bisphénols, le plus célèbre, le plus connu, c'est le bisphénol A, mais il y a une famille, bisphénol F ou S, on a eu tendance en tout cas à proposer au remplacement du bisphénol A, mais il faut considérer la famille dans son ensemble. Donc, vous voyez, là, on a effectivement des sources de contamination. Là, je rebondis un peu sur les perfluorés parce qu'ils sont d'actualité, alors que ça fait un moment qu'effectivement ils sont utilisés. L'utilisation la plus célèbre, ça a été effectivement le revêtement anti-adhésif, bien sûr. Et puis, c'est surtout, eux se caractérisent aussi par le fait qu'ils ont contaminé très largement l'environnement. C'est vrai pour les phtalates, c'est vrai pour le bisphénol A aussi, hein, mais les perfluorés principalement, vous voyez, ce schéma reproduit bien effectivement comment s'est faite cette contamination. Et j'aime bien utiliser cette diapo qui montre effectivement que la contamination humaine, mesurée en France dans l'étude Esteban, mesurée aussi aux États-Unis, hein, se trouve au même niveau que la contamination des pandas, des ours blancs et des dauphins. Et on voit bien l'eau, en fait, comme vecteur principal de cette contamination. Alors, le film Darkwater, ça a montré effectivement là, ce qui a pu se passer effectivement autour des sites de production, mais c'est aussi l'utilisation qui a contribué à la contamination des espèces d'une façon générale. Alors, la prise de conscience quand même de cet enjeu s'est faite, tardivement certes, mais on a une déclaration de la Commission européenne, la feuille de route de la Commission européenne publiée l'an passé, qui fixe effectivement pour 2030 l'interdiction de ces substances chimiques. Le PFAS, les retardateurs de flamme, le PVC. Imaginez un monde sans PVC, vous voyez ce que ça représente. Hein. C'est une principale, effectivement, matière plastique aujourd'hui. Et puis tout ce qui est additif, hein, comme les phtalates ou les bisphénols ou les retardateurs de flamme. Bon, il ne suffit pas que la Commission européenne le dise pour que ça se fasse aussi. Hein. Mais le signal politique est donné. Je pense qu'il faut s'emparer de ce signal pour éliminer dès aujourd'hui ces substances. Donc c'est ce que nous avons fait en créant le réseau environnement santé. Donc de toute façon, j'évoquais les biberons bisphénol. Donc cette interdiction a été, à partir de cette campagne lancée en 2009, ça a été effectivement repris par le Sénat. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne avait repris et étendu à l'ensemble de l'Union européenne l'interdiction dans les biberons. C'est resté principalement une décision purement européenne, ça continue d'être utilisé dans le monde, on ne voit pas très bien la logique. Un certain nombre d'États américains ou le Canada ont suivi, mais ça devrait aujourd'hui effectivement faire l'objet d'une interdiction internationale, ce n'est pas le cas. On avait obtenu une interdiction aussi dans les contenants alimentaires, aussi dans la foulée, un autre succès important a été l'interdiction du perchloroéthylène dans les pressings. Donc vous savez, je crois que compte tenu de la moyenne d'âge, tout le monde a encore la mémoire olfactive du perchloroéthylène dans les pressings. Ben, c'est fini, ça, hein, c'est fini. Si vous voulez respirer, aller à l'étranger, oui, allez, mais en France, c'est plus possible. Hein. Donc on a obtenu une interdiction sur 10 ans. Et je pense que je cite cet exemple-là qui me semble intéressant parce que on voyait difficilement, effectivement, du jour au lendemain obtenir une interdiction. Vous voyez, les machines ont été achetées, voilà. Et le principe, ça a été de dire, ben, on commence par les plus anciennes. Et qui contaminaient très lourdement la population, principalement en commençant par les travailleurs, qui étaient souvent les travailleuses d'ailleurs, mais les riverains. Les riverains. Moi, on avait été sollicité à un moment par une famille, on avait un appareil pour mesurer effectivement ce perchloroéthylène, et on avait mesuré sur le berceau une concentration de 90 000 microgrammes par mètre cube. La norme américaine, c'est 40. Et donc quand les parents vous disent qu'est-ce que je dois faire, et le pressing est en dessous et crachait régulièrement. Donc on avait des situations de cette nature, ça a contribué à la prise de conscience et à cette décision d'interdiction. Alors ça, c'était un pressing ancien, donc il a été fermé assez rapidement. Les pressings qui venaient d'installer leur machine ont vieilli et aujourd'hui tout ça a disparu. Et vous voyez tous les pressings sont devenus écologiques. Et on a remplacé par un procédé à l'eau. L'eau, c'est un très bon solvant. On oublie généralement que c'est vraiment un des meilleurs solvants. Et le procédé à l'eau, effectivement, alors les exploitants qui disaient ça va supprimer 30 000 emplois, en fait, aucun emploi n'a été supprimé. On a au contraire, ils disent plutôt qu'il faut un peu plus de main-d'œuvre, on a embauché des gens et on continue de nettoyer effectivement les vêtements, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Donc, à partir de cette logique, de ces avancées, on a proposé effectivement de faire une stratégie nationale perturbateur endocrinien, de façon à ne pas gérer les problèmes substance par substance,
mais d'avoir une réflexion d'ensemble avec un objectif, réduire l'exposition de la population. Et donc, on a un comité de suivi de la stratégie nationale perturbateur endocrinien qui se réunit régulièrement, et on est en train de préparer la 3e phase de cette stratégie. Et à la suite de ça, nous avons lancé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, avec l'objectif de mobiliser la population à partir des collectivités locales, ce qui a bien marché, d'ailleurs je vais le détailler. Et puis je termine par là, quand même un petit clin d'œil, puisque l'agence européenne a abaissé la norme du bisphénol A d'un facteur 20 000, ce qui fait que tout le monde est au-dessus de la norme aujourd'hui d'ailleurs. Et la seule solution, c'est l'interdiction. Ça revient quasiment à une interdiction. Mais vous voyez, il aurait fallu effectivement entre 2009 et 2023, 14 ans, pour arriver à cette décision. Donc la charte, on a lancé effectivement en 2017. On peut dire qu'un Français sur 2 dans une collectivité locale qui a signé la charte. Et le Comité européen des régions et le Parlement européen ont émis des recommandations en direction de la Commission européenne demandant à la Commission de favoriser le développement d'un réseau européen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a tenu un colloque à Strasbourg il y a 2 mois sur le sujet. Et aussi, dans les retombées de notre action, c'est la Belgique qui a adopté une stratégie nationale perturbateur endocrinien en 2022. Et on a bon espoir que cette démarche soit reprise un peu partout aujourd'hui en Europe. Alors, pour arriver à faire progresser cette prise de conscience, il y a une action qui est nécessaire au niveau réglementaire, évidemment, mais ça n'est pas suffisant. Il faut, je pense que vous voyez, tous les changements qu'il faut faire, il faut aussi que chaque citoyen soit conscient et soit guidé aussi dans ses choix de vie. Alors, il n'y a pas que des choix individuels, il y a des choix collectifs à faire. Et donc, le focus que l'on fait sur une famille de perturbateurs endocriniens permet cette prise de conscience, et c'est ce que je vais développer maintenant, c'est l'opération zéro phtalate. On a monté cette opération en mettant dans le débat public le fait qu'on peut faire reculer 8 maladies infantiles en éliminant les phtalates. Alors les phtalates, je l'ai dit, ce sont les plastifiants principalement, mais qui ont contaminé effectivement l'ensemble des populations. Tout le monde est contaminé aujourd'hui par les phtalates, mais à des degrés divers. Avec la particularité de cette famille, c'est que c'est des substances qu'on élimine tous les jours. Donc on devrait être à 0. Et les dernières données de Santé publique France, on est à 99,6% de contamination. Et l'intérêt, effectivement, et la preuve on peut avoir des résultats assez rapidement en agissant sur des causes bien identifiées, c'est cette publication qui est parue en septembre dernier, qui est une synthèse de 16 études américaines qui fait le lien entre prématurité et phtalate. Alors, ce lien est bien connu, mais cette étude apporte un élément important, puisqu'elle dit en réduisant l'exposition au phtalate, on va réduire le nombre de prématurés. Et donc, avec des chiffres, alors ça dépend effectivement du niveau qui va pouvoir être atteint, mais vous voyez, la prématurité, c'est 56 000 cas par an chaque année en France. C'est effectivement une réduction qui peut être de l'ordre de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de cas, en agissant sur 3 causes identifiées. Les cosmétiques. Une grande partie des cosmétiques utilisent encore c'est en partie interdit, mais on les trouve quand même néanmoins. Et la relation plastique, c'est principalement les plastifiants, et puis l'alimentation ultra transformée, qui est contaminée par ces plastiques, principalement à cause de la transformation. Voilà, on retrouve aussi les perfluorés, je les ai mis ici dans cette diapo, qui sont impliqués dans cette prématurité. Voilà. On a aussi une bonne partie d'explication avec cette étude de synthèse qui a porté sur l'effet effectivement des phtalates sur le placenta. Donc vous voyez, le placenta est considéré aujourd'hui comme une glande endocrine et le développement du placenta va évidemment influencer le développement de l'embryon et du fœtus. Je vais passer un peu plus vite. Voilà. Et la synthèse des connaissances sur des phtalates sur le corps humain, c'est pour ça que je tiens ce discours optimiste. Vous voyez, toutes les maladies qui sont générées par ces phtalates, c'est des substances qu'on élimine tous les jours. Et néanmoins, pardon. Non, je crois que quelqu'un dit parler. Et néanmoins, on a obésité, diabète, syndrome métabolique, impact sur les hormones thyroïdiennes, maladies auto-immunes, allergies et asthme, toutes les maladies féminines, l'action sur la ménopause, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus,
l'inflammation, et puis chez les hommes, la baisse de la qualité du sperme, le cancer de la prostate principalement. Voilà. Donc on a une grande partie des problèmes de santé d'aujourd'hui qui sont liés à cette exposition. Et vous voyez, les troubles psychiques, j'ai repris la une de l'Obs cette semaine, pour être dans l'actualité, on dit 13% des enfants présentent un trouble psychique. On a, je pense, une grande partie, alors on essaie de traiter ce problème-là avec des médicaments, mais le fond du problème, c'est de comprendre d'où viennent ces troubles psychiques. Alors c'est évidemment multifactoriel, mais les perturbateurs endocriniens sont liés à ces phénomènes. Vous avez peut-être vu le documentaire paru sur Arte, Demain tous crétins, qui s'inspirait beaucoup des travaux de Barbara Domenech, à qui j'emprunte cette figure, qui est notre grande spécialiste des hormones thyroïdiennes en France. On a à différents niveaux on va retrouver l'action du bisphénol A, des phtalates, des polybromés, des alkyles phénols, des perchlorates, même des nitrates. Et on a même fait une évaluation en termes de coût économique de cette contamination, 1,2% du PIB européen. Une étude, plus spécifiquement, je cite cette étude, qui a montré un lien, qui a confirmé plutôt, parce qu'il y avait d'autres études qui l'avaient déjà montré, mais confirmé le lien entre troubles du langage et contamination par plusieurs perturbateurs endocriniens. On va retrouver les phtalates, le bisphénol et les perfluorés. Pourquoi? Parce qu'on a la perturbation de l'hormone thyroïdienne par ces trois familles de substances. Et le résultat est très important puisque le risque, effectivement, de troubles du langage chez l'enfant dépend du niveau de contamination maternelle. Donc le groupe de femmes le plus contaminé va avoir des enfants qui vont avoir un risque de troubles du langage 3 fois plus élevé que le groupe le moins contaminé. On va retrouver le lien, en raison effectivement de cet impact sur les hormones thyroïdiennes, qui contrôlent donc la formation du cerveau, le lien avec le trouble du déficit d'attention et de l'hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Le risque est multiplié par 3, à la fois en cas d'exposition maternelle, mais aussi en cas d'exposition des enfants et des adolescents. Et aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près, dans les classes, on a aujourd'hui 2 ou 3 enfants qui sont touchés par ce TDAH. Troubles psychomoteurs et cognitifs aussi, là, une exposition, là aussi, on retrouve les phtalates principalement dans cette étude. L'asthme, qui touche aujourd'hui un enfant sur 10. On a une association, vous voyez, synthèse sur 14 études, une association positive avec les métabolites des phtalates, une augmentation de 15 à 20%. Enfin, chaque quartile, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça est très significatif du point de vue des impacts. Une autre étude très claire, celle-là aussi, puisqu'elle a suivi 3200 enfants pendant 10 ans, une étude suédoise, qui montre que s'il y a un sol en PVC dans la chambre des parents, le risque d'asthme est multiplié par 2. Donc vous enlevez le sol en PVC, eh bien, vous diminuez le risque d'asthme chez l'enfant à un facteur 2, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Il faut arrêter de poser les sols en PVC déjà, premièrement. Et deuxièmement, quand on en a, en attendant de l'enlever, il faut déjà passer régulièrement l'aspirateur et ventiler. Voilà, on a montré effectivement qu'une bonne ventilation diminuait ce risque de contamination chez l'enfant et chez les adultes. Mais c'est la chambre des parents, ce n'est pas la chambre des enfants, c'est la chambre des parents. Vous voyez, donc, pourquoi? C'est parce qu'un sol en PVC, c'est 20 à 40% de phtalates. Et le phthalate qui a été utilisé pendant très longtemps, c'est le DEHP, qu'on va retrouver très régulièrement encore, et qui continue, si on n'a pas une politique d'enlèvement systématique, et qui continue à... C'est un composé organique semi-volatile, c'est-à-dire qu'il est solide à température ambiante, mais s'il y a une élévation de température, il va se volatiliser, il va se sublimer, après il va se recondenser, ce qui fait que quand on fait des mesures dans les appartements, où il y a un sol en PVC, on a une contamination généralisée de toutes les pièces. Et on a une contamination de l'enfant, puisque l'enfant se contamine par le contact main-bouche, en fait. D'autres études sur l'asthme, celle-là a montré que même l'exposition de l'enfant, là, avant j'évoquais l'exposition maternelle, là c'est l'exposition de l'enfant elle-même qui va induire un risque plus élevé lorsqu'on refait la mesure 5 ans plus tard. Une autre pathologie qui est intéressante à signaler, parce qu'elle est toute nouvelle, c'est rare des pathologies qui naissent comme ça. Premier signalement en 2001, le MIH, donc l'hypominéralisation des molaires et des incisives, qui donne cette tache brune en fait sur la dent, et qui touche 15 à 20% des enfants de 6 à 9 ans aujourd'hui.
une fragilisation qui joue effectivement sur les cellules de formation de l'émail. Et donc, on a reproduit, on a beaucoup moins de données, mais le travail qui a été fait est un travail de haut niveau. C'est une équipe de l'INSERM qui a publié ça, qui a reproduit effectivement ce MIH chez le rat en donnant du bisphénol ou des phtalates aux rats gestantes. Et on a cette tâche qui est très visible en fait. Impact sur les hormones thyroïdiennes, voilà aussi une diminution des hormones thyroïdiennes en fonction de l'exposition maternelle chez la mère et chez l'enfant, puisqu'au début de la grossesse, l'enfant dépend entièrement des hormones thyroïdiennes de sa mère. Surpoids, obésité et phtalate, on a beaucoup d'études, vous voyez, près de 200 études sur phtalate, obésité, dont 124 chez l'enfant. Donc un lien entre contamination maternelle à la naissance et surpoids généralement mesuré, alors ça dépend des études, là c'était à l'âge de 12 ans, de façon très significative là aussi. Alors comment, voilà, la prise de conscience, comment faire cette prise de conscience? Alors je vais vous donner quelques exemples de ce que des actions qu'on mène. Notre objectif, c'est pas simplement de faire connaître ces réalités, mais c'est de donner aussi envie d'agir, de prendre conscience à partir de cette prise de conscience. Et on a développé, en partenariat avec les caisses primaires d'assurance maladie, depuis 2 ans maintenant, l'opération zéro phtalate. Ce qu'on appelle l'opération zéro phtalate, on mesure les phtalates soit avec des bracelets en silicone qui captent effectivement ces phtalates, soit en analysant ces phtalates dans les cheveux. Et ça permet effectivement, on s'adresse à ce qu'on appelle on les baptise éco-ambassadeurs, donc des gens qui se portent volontaires. Personne n'est forcé de se porter ce badge, bien évidemment. Ce sont des élus, des professionnels de santé ou des responsables associatifs, des gens qui sont en capacité effectivement de se motiver, de mobiliser autour d'eux sur cet enjeu. Là, ce que l'on a fait, on a pris cette photo à Guise, dans le nord de l'Aisne. On a eu 150 volontaires, on a refusé du monde parce qu'il y avait beaucoup plus de volontaires que ce que l'on pouvait effectivement donner comme badge. Et on a vérifié effectivement qu'après une période de sensibilisation à ces enjeux, sur les sources, on avait une diminution importante de l'ordre de 50% de la contamination des personnes. Avec ces courbes qui montrent bien que ça varie. Il y a des gens qui sont très peu contaminés et des gens qui le sont beaucoup plus. Et on retrouve aussi donc, des phthalates qui sont pourtant interdits, comme le DEHP, assez souvent dans cette mesure. Et ça contribue à la prise de conscience, effectivement. On termine un grand programme de sensibilisation dans les lycées en Île-de-France. C'est la 2e année qu'on fait ce programme. Donc globalement, on aura fait 36 lycées. Donc on aura touché effectivement les lycéens. C'est une séquence à Saint-Germain-en-Laye, à laquelle j'avais pu assister. Donc on a 2 stagiaires de la faculté de pharmacie de Paris qui ont fait ces animations auprès des éco-délégués. Donc on avait 17 éco-délégués, on avait 350 élèves qui ont participé. Et il y avait une ambiance, moi je le cite toujours en référence, pour montrer effectivement comment les lycéens peuvent se motiver. Donc on donne les résultats moyens du lycée, parce qu'on ne donne pas de résultats individuels pour éviter tout risque de stigmatisation. On donne un résultat moyen, et quand on a annoncé le résultat du lycée, la salle a applaudi à tout rompre. C'était vraiment... C'était quasiment une ambiance de stade de foot. Vous voyez, on a gagné. Enfin, c'était pas tout à fait on a gagné, mais enfin, c'était vraiment... C'était perçu de façon très positive parce qu'ils étaient effectivement... C'était pas le moins contaminé, mais un peu de choses près quand même. Ils arrivaient en 2e position. Alors, le premier lycée, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est l'école alsacienne. Vous savez, l'école alsacienne, voilà, comme vous dites, madame, l'école alsacienne, il y a une sélection. Effectivement, ils étaient à l'ordre de 200 à peu près. Et les lycées les plus touchés, devinez où ils sont, en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Bagnolet, Blanc-Ménil, voilà, on est à presque 1000, en moyenne. Donc vous voyez, il y a vraisemblablement un gradient social autour de cette contamination aussi. Alors, vraisemblablement, on le sait, mais là, on l'a vraiment vérifié. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce serait aussi important. Et quand on fait le lien, vous voyez, avec les données de santé sur la Seine-Saint-Denis, qui se retrouve être le département le plus touché actuellement par la mortalité infantile, voilà, il y a un contexte général qui fait que cette contamination par les perturbateurs endocriniens touche de façon très différenciée les populations.
Voyez, alors on refait cette opération dans un lycée à Annecy, mais là c'est la CPTS qui a porté le projet. Je dis ça parce que ça peut être aussi ici une possibilité. Avec, là aussi, je participais à la restitution, c'était très intéressant. Les lycéens parlaient, inventer effectivement des idées de jeux autour de l'évaluation de cette exposition. Et la sensibilisation s'était traduite, on refait la mesure, donc en gros 15 jours après, 70% avaient une diminution de leur contamination. Donc ça s'est perçu de façon très positive, effectivement. Voilà, donc oui, ça fait un peu... Donc là, ça c'est... Alors oui, réduire l'exposition, oui, quand même, cette donnée effectivement que j'ai évoquée tout à l'heure sur la surexposition de l'enfant, je crois que c'est important d'en prendre conscience. On a fait c'était une étude qui avait fait la synthèse des connaissances au niveau mondial sur ce sujet. D'ailleurs, vous savez quel est le pays où les enfants sont le plus contaminés par les phtalates? Genre, personne ne trouve la réponse. Oui. Parce qu'on va dire l'Afrique, la Chine. Non, pas du tout, c'est le Koweït. Ouais. C'est le Koweït. Pourquoi le Koweït? Parce qu'il fait chaud au Koweït. Hein. Voilà, ouais, il fait chaud. Hein. Et donc, mais c'est un pays aussi où le niveau de vie est assez élevé quand même. Et donc la modernité, c'est le plastique, effectivement. Voilà. Donc chaleur, plastique, vous voyez, donc ça fait un ensemble. Et c'est très impressionnant, effectivement. Les taux sont très élevés chez eux. Parce que ce phthalate qui sort effectivement des matières plastiques vont se déposer. Et l'enfant, vous voyez, le contact main-bouche est une source. Alors, chez les bébés, et puis la contamination via l'alimentation chez les enfants un peu plus âgés. Ça tient effectivement aussi à la contamination par les matières plastiques. Donc pour terminer sur justement les actions qui sont possibles, hein, on a des étudiants beaucoup publié, beaucoup travaillé sur ce sujet. Voilà, ça c'est une synthèse, une publication qui a été faite sur la rénovation d'une école maternelle. Ils ont agi effectivement sur les matelas en mousse, sur les sols en PVC. Ils avaient regardé principalement les phtalates, les retardateurs de flamme, et donc les polybromés, les organophosphorés principalement. Et on a, vous voyez, entre la phase 1 et la phase 2, un PS, ça veut dire le preschool, en fait, c'est l'école maternelle. Donc la phase 1, c'est avant rénovation, vous voyez, PS2, c'est après rénovation, on a une diminution en gros d'un facteur 6 de la contamination. Donc on peut agir aussi sur un plan collectif. Donc il y a une sensibilisation, une prise de conscience des personnes, mais on peut agir sur les procédés, on peut agir sur les matériaux que l'on pose et poser effectivement des critères d'achat intégrant cette dimension sans perturbateurs endocriniens. Donc alors il faut éviter effectivement les fausses idées. Les mauvaises idées, c'est par exemple pour les sols c'est d'utiliser des sols recyclés par exemple. Oui. Les sols recyclés, vous recyclez les phtalates. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Réduire l'exposition, c'est possible. Ah oui, celle-là, oui. C'est l'alimentation ultra transformée. Ça, on l'a aussi. Hein, tout ça s'appuie sur des données qui ont fait l'objet de publications. Les produits ultra transformés, on voit ce que c'est. Et voilà, on a l'étude consommateurs élevés par rapport à des non-consommateurs. Eh bien, on est 25% en plus de DEHP et presque 40% de DINP que le remplaçant du DEHP. Donc, ce n'est pas anecdotique. Il y a une autre étude qui montrait que le fait d'avoir été consommé dans un McDo ou autre, bien, là, on faisait le dosage avant et le dosage après. On a le dosage urinaire, puisque c'est une substance qu'on élimine tous les jours, on mesure effectivement quasiment à la journée. On avait une augmentation de 50%. Et on a analysé d'ailleurs plus finement les produits, c'est le mode de production des produits qui contamine ces produits. Donc voilà, donc c'est une source sur laquelle on peut agir. On a cette publication aussi qui montre une disparité entre aux États-Unis, on peut avoir des statistiques dites ethniques qui montrent effectivement une différence importante qui tient principalement à la dimension sociale d'ailleurs. Les produits de soins personnels. Alors, en théorie, en Europe, en tout cas, c'est interdit dans les DBP, DEHP, BBP sont interdits dans les cosmétiques. Dans les faits, on n'est pas sûr que ce soit vraiment le cas. Et on a même eu le sentiment inverse il y a quelques années. Ouais, j'avais utilisé cette publication saoudienne
qui était paru en 2015 sur les 47 parfums internationaux. Donc ils avaient acheté tous les grands parfums, Chanel numéro 5, J'adore, enfin voilà, c'était un grand problème dans les populations saoudiennes quand même. Hein. On aime bien les parfums européens. Et bien, vous voyez, sur 47 parfums, 47 fois sur 47, on trouvait. Alors le DEP est autorisé. Alors le DEP, officiellement, on dit c'est pas la même chose que les autres parce qu'il est, en fait, il interagit avec les autres phtalates. En fait, il y a pas de. Il est utilisé comme fixateur. C'est ce qui permet de sentir bon plus longtemps, ce qui est quand même un besoin sociétal majeur. Tout le monde sera d'accord. Mais le DEP, il passe à travers la peau, bien évidemment. Et donc, il interagit, alors je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais il interagit avec les autres phtalates, ce qui fait d'ailleurs que la Commission européenne a dit qu'on interdit l'ensemble des phtalates, on ne reste pas sur tel ou tel composant de la famille, c'est l'ensemble de la famille qui doit être interdit. Donc on va trouver du DEP, ça c'était assez logique. Le BBP, lui, est interdit, mais on le retrouvait dans 47 fois sur 47. Le DEHP, même chose, 46 fois sur 47, et même le DBP lui-même. Donc la cosmétique bio, elle, est officiellement se déclare sans phtalate. Donc on peut faire de la cosmétique sans phtalate. C'est pas une obligation non plus. Et j'avais effectivement fait une conférence de presse à ce moment-là parce que c'était pour parler de la stratégie nationale perturbateur endocrinien. J'avais pris cet exemple-là et j'avais cité Chanel numéro 5 en disant voilà, il y a des phthalates dans Chanel numéro 5. J'espérais que Chanel réagirait. Donc, ça m'aura permis de parler effectivement du sujet. Et ça m'a valu d'être invité à France Inter, que j'ai rencontré Léa Salamé, moi qui vous parle. Voilà, j'étais filmé d'ailleurs. Et donc, je sais que la vidéo a tourné, Challenge avait fait, voilà, bon bref, je ne raconte pas. Donc ça a fait un certain bruit quand même. Et je m'attendais toujours à ce que Chanel réagisse quand même. Pas un mot. Et une journaliste me dit, il y a un an, on va refaire c'est intéressant de refaire Alors, on aurait pu se lancer dans un procès, vous voyez, vous pouvez imaginer. Bon, je sais pas dans quel état on en serait sorti de ce procès d'ailleurs, mais bon. Mais l'essentiel c'était d'en parler. Et une journaliste me dit c'est intéressant, on va refaire la pointe. Et le résultat, ben, je vous rassure, donc il n'y a plus de phtalate dans Chanel numéro 5. Donc, ils n'ont pas communiqué, hein, ni avant ni après. Voyez, donc on voit l'absurdité quelque part aussi de ce type de contamination, quoi. Ce n'est pas vraiment essentiel. D'ailleurs, Chanel, quand le Chanel numéro 5 a été conçu, les phtalates n'étaient pas utilisés, bien évidemment. C'était il y a presque un siècle maintenant. Donc, voilà, il y a des utilisations de cette nature, ça rejoint effectivement les perfluorés dans le rouge à lèvres. Ce n'est pas vraiment essentiel. Mais ça s'est fait. Donc, il faut faire le ménage, si on peut dire, éliminer effectivement ces utilisations qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et donc, on doit toujours d'ailleurs faire des parfums, ce n'est pas un problème, mais il faut les faire sans perturbateurs endocriniens. Voilà, je cite cette étude aussi sur l'importance et la capacité assez rapidement de résoudre les problèmes. Là, voilà, c'était effectivement en 3 jours. 3 jours. Ils arrêtent les cosmétiques dans cette population. C'est une étude menée en Californie auprès de jeunes filles hispaniques. Eh bien, les parabènes diminuent d'un facteur 21. Ouais, donc, bon, il n'y a plus de parabènes. Clairement, la source principale, ce sont les cosmétiques. Et donc, ils avaient identifié après les produits, les fonds de teint, les mascaras, voilà. Bref. Même chose sur le méthyléthylphtalate, un peu moins puisqu'il y a d'autres sources, mais quand même, on l'avait diminué de moitié très rapidement, en quelques jours. Les jouets, une source de contamination importante aussi. Et cette étude brésilienne avait testé, enfin, utilisant un modèle expérimental, en détectant le DHP dans la salive, et on arrive à des doses de 39 microgrammes par kilo par jour, ce qui est considérable. Le jouet en plastique, par principe, l'enfant le suce, le mâche, et même l'avale d'ailleurs. Hein. Vous voyez, donc, les jouets de dentition, c'est plastique souple. C'était 50% de DHP. C'est une folie, quoi. Donc, alors, en France, en Europe, c'est aujourd'hui interdit. Vous voyez, interdiction à plus de 0,1%. Bon. On va voir pourquoi ce n'est pas une interdiction totale, mais enfin bon, en tout cas 0,1%, ça limite déjà largement la contamination. La bande des 5, hein, des EHP, des BP, des DBP, des INP, des IDP, sont les plus toxiques d'ailleurs. Mais on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment appliqué d'ailleurs. Vous voyez, l'étude de Kosovo l'a montré. Et puis la question se pose de récupération des biojouets. Personne n'a lancé de campagne aujourd'hui pour dire...
Où sont les biberons utilisés, encore il y a quelques années? Où sont les jouets en plastique? Donc on a là une possibilité, une source, effectivement, vraisemblablement, sur laquelle on peut assez facilement agir. Voilà. Et puis je terminerai sur une autre note, un autre éclairage sur les perturbateurs endocriniens. C'est qu'on a des données qui montrent une diminution de l'efficacité thérapeutique, dans le cas du cancer du sein notamment. Vous voyez, bisphénol A et phtalate, le BBB, diminuent l'efficacité de la chimiothérapie. Donc ça génère effectivement des cancers du sein. Et en même temps, quand on les utilise, quand on traite un cancer du sein, on a une diminution d'efficacité thérapeutique. Et là, c'est un bénéfice effectivement immédiat. Il faudrait effectivement, dans un protocole, dans le protocole finalement de traitement, avoir un protocole d'évaluation de la contamination et des conseils simples, puisque le bisphénol A comme les phtalates, c'est assez simple à identifier. Voilà. Et la fécondation in vitro, là aussi on a pas mal de publications sur le sujet. On a un risque d'échec multiplié par 2 en cas de contamination de la femme par ces phtalates ou par le bisphénol A. Voilà. Donc c'est des actions qui peuvent être menées assez rapidement avec des bénéfices évidemment très importants. Et donc voilà, je conclue sur une note optimiste comme je vous l'avais promis. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Vous nous avez dit au début que les faibles doses étaient plus dangereuses que les fortes doses. Oui. Et puis, vous vous efforcez de diminuer les doses dans l'environnement. Vous vous efforcez de diminuer les doses dans l'environnement. Ah ben, c'est pas, diminuer, il faut supprimer toute... Il faut vraiment arriver à zéro, quoi. Il faut agir à la source, oui. Donc, alors après, de façon générale, la courbe, parce qu'on appelle la courbe en cloche. Alors j'ai des diapos, mais je vous les épargne. Je vais le faire à la main, à l'ancienne. Voilà. C'est une courbe en cloche comme ça. Voilà. Et on a une publication notamment sur les cellules testiculaires qui montre effectivement une relation de courbe en cloche. Et vous avez un effet de 20% de croissance généré par cette deux doses qui différenteraient d'un facteur de 1 à 10 millions. 1 à 10 millions, c'est pas la même chose. Hein. Et c'est le même fait. Pourquoi? C'est parce que les hormones naturelles agissent de cette façon-là. C'est-à-dire que le contrôle de l'activité des hormones se fait par une destruction des récepteurs. Donc la forte dose va détruire le récepteur. Voilà. Enfin, c'est globalement cette courbe en cloche. Donc, alors généralement, aussi on peut se trouver soit sur une phase montante, soit sur une phase descendante. Hein. Mais la meilleure façon de gérer ce risque-là, parce que ce qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est l'effet cocktail. Alors là, c'est l'effet cocktail. Dans la réalité, alors on a des études qui sont faites sur 3, 4, 5 substances, mais dans la réalité, effectivement, on est exposé à toutes ces substances. Et donc, la seule façon rationnelle de gérer le problème, c'est l'élimination à la source. Déjà, arrêter effectivement de fabriquer des produits avec des substances qui ont ce caractère perturbateur endocrinien. On a identifié un bon milieu actuellement. Donc, avoir une identification beaucoup plus complète. Et puis, il faut changer la logique. Le problème de l'industrie chimique, c'est qu'elle s'est construite sans aucune limite. Donc, en gros, je dis ça, en gros, le chiffre d'affaires de la chimie au niveau mondial a été multiplié par 25 depuis les années 50. On voit bien les plastiques, vous voyez, on sait maintenant, on estime qu'on a à peu près autant de plastique dans la mer que de poissons. Quoi. Donc, vous voyez, on est arrivé à une situation totalement... pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu de limite. L'image de modernité du plastique, et quand on parle plastique, ce n'est pas uniquement les emballages. Vous voyez, les fibres textiles sont la principale source. L'image très positive du nylon, aujourd'hui, ça a un peu diminué, beaucoup même. Mais dans l'après-guerre, c'était vraiment la modernité. Alors, tout ça, voilà, on le paye aujourd'hui avec des substances qui se dégradent peu ou mal et qui contaminent la vie, en fait. Voilà. Donc la gestion, c'est effectivement d'agir en amont. On remet en cause la notion de norme, en fait. Et ça pose la question notamment de
la question que vous ne m'avez pas encore posée, mais que vous avez certainement envie de me poser, alors je fais la réponse tout de suite, comme ça on va gagner un peu de temps, c'est qu'est-ce que c'est que vous pensez des normes en matière d'eau? Hein, c'est une vaste question. Hein. Alors vous savez comment sont faites les normes? Quelles sont les normes quelles sont les normes pour les pesticides, par exemple, actuellement? Ben, vous regardez votre relevé de consommation d'eau, on vous dit c'est on juge par rapport à 0,1 microgramme par litre. Généralement, on est en dessous. Hein. On a 4% effectivement des sources qui dépassent. On dit, voilà. Donc tout le monde est content, on respecte la norme. Sauf que ça ne veut rien dire. Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que dans les années 60-70, le début de l'instrumentation analytique, hein, on avait mesuré assez finement la pollution. On a estimé qu'à partir du moment où on avait un pic, et ce pic c'était 0,1 microgramme par litre, quoi. Donc à partir du moment où on voit quelque chose, donc on dit voilà, on va considérer que c'est... Bon, dans les années 60, c'était légitime. Aujourd'hui, non, ça n'a plus aucun sens. On s'accroche à ça parce qu'on a pris l'habitude. Mais vous mettez des grenouilles dans un bain de plusieurs pesticides à 0,1 microgramme par litre, vous faites 60% de malformation. Vous savez, quand on est au stade fœtal, on ressemble beaucoup à un tétard. Hein, on est très, très proche, hein, finalement. Donc voilà, il faut effectivement regarder les choses de cette façon-là. Il faut changer. Alors c'est un bouleversement. Alors il faut l'assumer. Je crois qu'il faut la logique réglementaire doit changer. Mais pas simplement pour embêter le monde. Au contraire, c'est parce qu'effectivement, c'est la seule façon d'avoir des résultats aujourd'hui. Et revenir en arrière sur tout ce qu'on a, tout ce qui a été créé, généré, ça va prendre un peu de temps. Mais on peut avoir des résultats très rapidement. Ce que j'évoque sur les phtalates et sur la prématurité, j'insiste beaucoup sur ça parce que on a, en termes de santé publique, c'est très rare d'avoir des situations comme celle-là. Vous avez un effet qui est observé, facile à observer. Hein. Un enfant né prématuré, on sait ce que c'est qu'un enfant prématuré. Donc ça se mesure facilement. Je cite tous les jours la directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, je ne l'avais pas fait aujourd'hui, si j'ai t'en parlé tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je vais la citer, voilà. Elle dit, moi quand j'appuie sur un bouton, je touche toutes les femmes enceintes. On a un système d'assurance maladie qui est formidable, puisqu'il y a des obligations de déclaration de grossesse. Donc on peut toucher, sensibiliser l'ensemble des femmes enceintes à ces sujets. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ce travail avec les caisses primaires d'assurance maladie qui sont partantes. Et d'ailleurs, le projet Zéro Phtalate a été distingué il y a quelques jours. Elle a reçu le prix de l'innovation de la Caisse nationale. On était très fiers de voir nos amis de caisses primaires avec qui on a travaillé sur ce sujet. Ce qui donne aussi, les choses bougent aussi au niveau institutionnel et c'est très important. Et donc voilà, ça contribue à la prise de conscience. Donc la prématurité, on peut réduire considérablement à partir de ce que j'ai montré. Vous voyez, d'un facteur 3, si on élimine les phtalates, c'est considérable. Vous voyez, la prématurité, c'est pas un événement banal. Les conséquences sur la santé de l'enfant, c'est pas uniquement à la naissance. Alors, il y a le risque mortel déjà, mais il y a aussi les conséquences en termes de santé. Personne ne considère que c'est banal. Vous voyez, c'est des gains. Alors, les gains économiques, tu as raison, effectivement. Je regardais une publication américaine, alors, qui traduit effectivement les coûts économiques entre les États-Unis et la France, il y a un petit bémol, mais sur 6 mois, le coût moyen, c'est aux États-Unis 76 000 $. Hein? Vous faites le calcul sur 56 000 cas de prématurité en France, vous arrivez à plusieurs milliards. Donc on a aussi des gains économiques. Alors le gain sanitaire, le gain humain est considérable, c'est évident, mais le gain économique aussi. C'est aussi ce qui explique que l'assurance maladie se met en mouvement sur ce sujet. Et voilà, on peut avoir un cercle vertueux qu'on peut construire à partir de ces actions. Et alors, il y a des problèmes plus compliqués à résoudre. Hein. Évidemment, la question de la décontamination, vous voyez, nos amis antillais, au chlordécone, on dit c'est triste ce qui vous est arrivé, mais ça va prendre 600 ans. Hein. On dit voilà, 600 ans. C'est un peu long, 600 ans. Hein. Donc voilà, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à ce niveau-là. Quels moyens on met en œuvre pour arriver effectivement à décontaminer les populations, décontaminer l'environnement. Les sédiments du Rhône sont contaminés par les PCB. Oui, voilà, on a arrêté effectivement de manger les poissons du Rhône. Dans l'Île-de-France, on dit aux gens ne consommez pas les œufs de votre poulailler.
parce qu'il y a des dioxines, bah oui, ok, très bien, mais vous voyez, enfin, il faut le faire, hein, mais comment on gère tout ça? Oui, c'est un vrai enjeu. En même temps, je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que quand vous voyez l'évolution des... Donc, l'important, c'est de comprendre le lien avec cette croissance des maladies chroniques, en commençant par les maladies de l'enfant. C'est quand même, a priori, c'est la priorité. Bon, là, j'étais un peu long dans ma réponse, mais... Moi, j'ai une question sur les pesticides. Moi, je suis présidente de la CPTS Nice Sud et on a un taux de prosulfocarbe très élevé dans la plaine de Montroy avec beaucoup de cancers pédiatriques. Moi, dans ma tête, Oui. ce que j'ai appris à la fac de pharmacie de Poitiers, c'est que tous les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Donc, je trouve que quand on nous dit on va arrêter celui-là, on va en mettre un autre, c'est pareil. Voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on était là-dessus. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Une partie des pesticides peuvent être mis en cause, mais j'ai fait travailler une stagiaire l'an passé sur ce sujet pour analyser une publication américano-danoise qui a travaillé sur l'impact des phtalates présents dans les médicaments. Alors, les Danois ont des registres vraiment, c'est la nation la plus avancée de ce point de vue-là. Ils ont été capables de faire ce travail-là, de suivi des conséquences des médicaments contenant des phtalates sur le cancer de l'enfant. Donc c'est quand même chercher l'aiguille dans la botte de foin, quoi. Et ils mettent en évidence le fait que ce DEP dont j'ai parlé, hein, est utilisé comme plastifiant des médicaments gastro-résistants, en fait. Voilà, ce qui permet à un médicament de passer le stade de l'estomac. Et le résultat, c'est que l'utilisation de ces médicaments triple le risque d'ostéosarcome. Hein, c'est en France 150 cas, c'est pas beaucoup, mais enfin quand on calcule à partir des données danoises, on se dit on peut éviter une vingtaine de cas. Ben, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est beaucoup pour les gens à qui ça arrive, évidemment. Et ça double le taux de lymphome hodgkinien et non-hodgkinien. Donc vous voyez, c'est pas des pesticides, hein, c'est un facteur clairement identifié qui est un phthalate. Et donc, ce qu'il faut intégrer, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a un bouleversement là aussi des connaissances scientifiques en matière de cancer. La vision du cancer comme étant uniquement une mutation, c'est une vision qui est dépassée. Et en fait, le changement s'est fait à partir des années 2000. Hein, c'est la publication de Hanahan et Weinberg, qui sont les deux chercheurs qui ont publié c'est l'article le plus cité, de la revue Cell, la revue de référence. Ils disent voilà, en fait, il y a 10 mécanismes clés. Et une publication il y a quelques années a été faite par 350 chercheurs, ouais, c'est pas mal, c'est pas tout le programme Halifax, 350, qui ont testé effectivement, notamment les effets des faibles doses, et on va retrouver une grande partie des perturbateurs endocriniens. Et on met en évidence sur les 10 mécanismes clés, notamment le bisphénol, mais il répond présent, positif, dans 8 mécanismes sur 10. Alors, dans la vraie vie, les deux autres mécanismes sont occupés par d'autres substances. On va trouver un pesticide comme le folpète notamment, on va retrouver des phtalates, etc. Et donc, avec l'angiogénèse, qui est un des mécanismes clés effectivement du cancer, la cellule cancéreuse se fait son propre réseau d'alimentation. Donc, il faut regarder effectivement ces substances. Le bisphénol n'est pas une substance mutagène. Donc, ce n'est pas un vrai cancérogène. Ça a été classé quand même cancérogène par l'Agence des produits chimiques, hein, parce que dans les faits, il faut le considérer comme ça. Mais oui, donc il faut changer effectivement ce regard et intégrer effectivement, tirer plutôt les conséquences des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Je crois et c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'avoir des réglementations qui reposent sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui et pas sur celles d'il y a 50 ans. Je veux dire ça on enfonce une porte ouverte. Hein. Mais dans les faits, c'est un peu la difficulté que l'on a, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... la science a progressé, c'est une bonne chose. Et donc on peut avoir des résultats, mais à condition de changer notre grille de lecture, et ça c'est toujours un peu plus compliqué. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Moi j'aurais deux questions à vous poser.
La première est relative à l'économie circulaire, qui est en train de se déployer massivement, et des processus de recyclage précisément pour préserver la ressource. Et donc, au regard de ce que vous venez de nous dire là, est-ce qu'on n'est pas en danger en déclenchant des processus massifs? Vous avez raison, il faut intégrer, bien sûr. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est la relation que vous avez avec le législateur pour faire bouger les lignes, justement. Quels outils vous avez pour effectivement faire en sorte que les industriels de tout type puissent s'aligner sur les recommandations que vous pouvez amener en tant que scientifique? Oui, je pense que, enfin, moi, ce que je plaide, enfin, tout ça, ça se traduit par un formidable enjeu d'innovation. Et il y a une culture industrielle qui vit cette question-là comme étant un frein à son activité. C'est totalement erroné. C'est pour ça que j'aime bien citer l'exemple du perchloréthylène. Alors je ne dis pas que c'était pas très compliqué, mais enfin quand même. Vous voyez, on a remplacé un procédé conçu avec la vision ancienne par un procédé novateur. Enfin, il n'y avait pas énormément non plus. Vous voyez, c'est pas non plus une transformation totale. Enfin, puis des coûts, du point de vue des coûts, ça ne change pas grand-chose. Hein. Et donc il y a une innovation extraordinaire. Donc aujourd'hui, repenser l'ensemble de nos procédés en intégrant l'enjeu sanitaire et l'enjeu environnemental, parce que les choses sont très liées en fait. Quand j'évoque le perclos, c'est effectivement l'impact sanitaire sur les travailleurs, sur les riverains, mais aussi sur l'écosystème. Un certain nombre, je ne dis pas la majorité, mais un certain nombre en tout cas d'exploitants se débarrassaient du perchloréthylène à l'égout quand même. Hein. Donc on a eu parfois, je pense dans l'Ariège notamment, on a arrêté la distribution d'eau quand même. Hein. Donc on ne savait pas très bien, enfin traité mais pas totalement, donc ça revenait dans l'eau, ça jouait sur la qualité de l'eau. Donc tout ça est réglé aujourd'hui, puisque le solvant c'est l'eau. Donc je ne dis pas que tout est aussi simple que ça, mais il fallait effectivement inventer ce procédé, mais parce qu'il y a eu effectivement cette pression pour dire on ne peut pas continuer à utiliser ce perchloréthylène. Donc c'est cette innovation. Moi je pense effectivement, dans la formation des ingénieurs aujourd'hui, c'est un élément qui doit être central. Or, j'ai fait une conférence dans une école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise, et ça c'était une école qui se posait la question, hein, mais ce que j'ai appris encore récemment, quoi, dans l'école de chimie, on n'enseigne pas ça. C'est une totale aberration. C'est pas rendre service aux ingénieurs que de ne pas les former à cette dimension-là. C'est évident. Ils vont être très malheureux déjà parce que la société a tellement bougé qu'ils ne vont pas pouvoir effectivement faire leur métier dans de bonnes conditions. Donc il faut effectivement intégrer ça, mais c'est innover, trouver des procédés avec les moyens autour du avec la dimension effectivement qui est liée avec le changement climatique. Mais vous voyez, le changement climatique, là aussi je réponds à la question que vous ne m'avez pas encore posée, mais c'est effectivement, c'est bien d'isoler les bâtiments par exemple. C'est bien. Mais si vous isolez des bâtiments avec des sols en PVC et des plastiques partout, vous allez augmenter la contamination. Et vous augmentez effectivement le risque sanitaire. Donc l'enjeu, c'est que la santé aujourd'hui est encore trop souvent considérée comme une variable d'ajustement. Comme si c'était si c'était inépuisable. Ben non, les indicateurs que je cite au début, pour ça que je fais le lien, montrent qu'on a dépassé les limites planétaires à ce niveau-là d'ailleurs. Et quand on voit les données sur la fertilité, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Moi, c'est pas une seule étude, hein, c'est une synthèse d'études là aussi. Et c'est curieux que cette question-là n'ait pas encore impacté l'opinion, pas suffisamment en tout cas, alors que c'est la survie de l'espèce. Bon, on peut dire comme certains, bon débarras, l'espèce humaine n'existera plus. Quand même, ça mérite une réflexion quand même, non ? Vous voyez, donc tout ça, c'est un enjeu d'innovation. Comment on arrive à construire une société moderne en intégrant cet enjeu. Et arriver effectivement, parce qu'on a un raisonnement qu'on entend un peu moins de ces derniers temps, mais enfin on continue d'entendre. On vous dit l'expérience de vie progresse. Hein, on dira, c'est formidable, l'expérience de vie progresse, donc circulaire, rien à voir, c'est un peu ça le raisonnement. L'espérance de vie en bonne santé ne progresse pas, d'ailleurs. Et à l'évidence, en plus, le raisonnement est faux, puisque quand on comprend effectivement que cette contamination est essentiellement liée à la contamination pendant la grossesse, donc les gens qui décèdent aujourd'hui, qui sont des gens encore nés dans l'avant-guerre,
Hein, dans un moment, la chimie n'était pas autant développée. Alors, et puis, globalement, l'environnement. Alors, il y avait d'autres problèmes. Hein, ce n'est pas l'âge d'or. Hein, mais en tout cas, ils sont nés dans un environnement totalement différent de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, quelle va dire effectivement l'espérance de vie des enfants qui naissent aujourd'hui correspond à la durée de vie, hein, des gens qui sont nés avant-guerre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas dire quelle sera l'espérance de vie. Enfin, on peut en tout cas se poser des questions, très clairement. Hein. Et quand on sait ça, voilà, il faut changer notre logiciel, très clairement. Oui, il y a un problème de santé publique qui me paraît fondamental, c'est l'obésité croissante chez les jeunes. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, moi je connaissais simplement, on parlait simplement du rôle donc de l'absence, du manque d'exercice physique, de l'alimentation. Doit-on ajouter également donc le rôle des perturbateurs endocriniens? Bien sûr. Parce que c'est quand même, quand on a, voilà, vous parliez de l'espérance de vie, aux États-Unis, l'espérance de vie commence à baisser, hein. Mais justement lié à l'obésité. Donc, est-ce que donc, les perturbateurs endocriniens sont un élément à prendre en compte dans la prise de poids donc, de la jeunesse qui... C'est un élément déterminant parce qu'il y a cette dimension transgénérationnelle. C'est vraiment ce qui fait qu'on ne peut pas considérer ça comme marginal. Vous vous rendez compte? Vous exposez, une femme enceinte expose son fœtus, et cette exposition va impacter la santé de l'enfant, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. On a des données expérimentales. Alors, c'est sur le rat. Enfin, vous savez, première approximation, nous sommes des rats comme les autres. Hein. Vous donnez effectivement du bisphénol A à des rats gestantes à un niveau de 1 microgramme par kilo par jour. C'est en gros, en moyenne, on est actuellement exposé à 0,5, mais une partie de la population est exposée à 1. Quoi, hein, donc, mais vous donnez cette dose-là à ces rats gestantes, vous induisez chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils une baisse de la qualité du sperme, une baisse de la fertilité. Pour faire baisser la fertilité chez le rat, il faut vraiment... c'est l'espèce qui a survécu parce qu'elle avait une capacité à se reproduire. Vous avez des portées de 3-4 ratons, c'est lamentable chez les rats. Voilà, donc tout ça à partir d'une contamination qui est celle dans laquelle nous sommes. Oui, et uniquement déjà le bisphénol. Les phtalates, on parle d'un syndrome des phtalates pour décrire l'impact sur la reproduction. Donc l'effet transgénérationnel, sur l'obésité, on a des effets transgénérationnels qui ont été clairement mis en évidence avec les PCB. Alors les PCB, grande famille utilisée dans les liquides hydrauliques notamment, et qui ont contaminé tout l'écosystème, qu'on va retrouver effectivement là aussi. Et on fait de l'obésité chez les arrière-petites filles. C'est principalement les filles qui sont touchées d'ailleurs à ce niveau-là. Bon, pourquoi? On n'a pas trop d'explications, en tout cas on constate. Et donc effectivement, c'est un déterminant majeur avec les autres. Hein. On a des interactions, effectivement, si vous donnez un régime gras et de la trazine, par exemple, ça a été une expérimentation, eh bien l'effet est supérieur au simple effet additif. Oui, donc ça amplifie. On a des données avec des pesticides organophosphorés notamment. On a montré effectivement que la contamination sur le rat, hein, pendant au stade fœtal se traduit chez le rat par une appétence pour l'alimentation grasse. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on propose. Oui. Donc il y a des effets de cette nature-là qui amplifient le phénomène. Docteur Moufokes, 2 petites questions et un constat. Est-ce que ce ne sera pas vraiment très difficile d'éliminer tous les perturbateurs endocriniens, sachant que de nouveaux perturbateurs sont mis à jour presque tous les jours. De nouvelles molécules sont mises à jour, des milliers de nouvelles molécules voient les jours tous les ans. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de pays riches parce que est-ce que c'est les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement s'en préoccupent réellement?
Ensuite, vous avez cité l'exemple du Koweït, qui est un pays riche, et vous avez assimilé le soleil et le plastique. Mais en Île-de-France, vous avez cité par exemple le cancer du sein à 114 à peu près, contre 84 au Japon et 5 au Bhoutan. Pourquoi? Parce que là, en Île-de-France, le niveau de vie n'est pas si élevé que ça, mais bien qu'ils ont accès à tous les perturbateurs. Mais au Bhoutan, est-ce que l'incidence du cancer du sein n'est pas liée au dépistage? Oh non, non, pas du tout. Non, oui, j'aime bien citer le Bhoutan. Hein, François m'en faisait la remarque tout à l'heure. J'aime bien citer le Bhoutan. Parce qu'effectivement, on connaît le Bhoutan. Alors, le Bhoutan, c'est pas un confetti. Hein, c'est grand comme la Belgique. Alors, c'est un petit pays quand même, mais c'est grand comme la Belgique. Et il y a 800 000 habitants quand même. Hein. Donc, c'est un pays qui dispose d'un système de santé. Enfin, voilà, c'est pas un pays très pauvre, c'est pas un pays très riche non plus. Mais il y a eu une émission de télévision, j'avais regardé ça il y a quelques mois. D'ailleurs, vous savez, je sais pas comment, Antoine de Meximieux, là, qui se fait. J'irai coucher chez. Voilà, il était au Bhoutan, d'ailleurs, c'était intéressant. Donc, on voyait l'intérieur. Alors, bon, je ne dis pas que c'est forcément très représentatif, en tout cas. Non, c'est un pays, effectivement, il est sur l'Himalaya. Donc, il démarre à 300 mètres et il finit sur l'Himalaya. Donc, vous voyez, c'est. Tout ça, comme un pays grand comme la Belgique, ça fait quand même un part. Donc, il n'y a pas d'agriculture dite conventionnelle. Hein. Il n'y a jamais eu d'industrie lourde au Bhoutan. Et donc, il y a encore que 40 ans, ils n'avaient pas d'électricité quand même. Hein. Donc, ils n'ont pas connu effectivement ce qu'on a connu, nous, dans nos pays, hein, avec cette contamination, notamment par les pesticides. Alors, ils visent à avoir une agriculture totalement bio, pas totalement pour l'instant, d'après ce qu'ils disent. Donc, ils ont évité effectivement ces grandes sources de contamination. Enfin, en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ces données qui sont des données du Centre international de recherche contre le cancer. Hein. C'est des données standards, enfin, bon, de bonne qualité. On devrait effectivement analyser finement pourquoi. Hein. Alors, on a des données, on n'a pas beaucoup d'études, pas spécifiquement sur le Bhoutan, mais beaucoup d'études qui regardent effectivement les cancers chez les migrants. Vous voyez, notamment les cancers du sein, très belles études faites au Canada, des femmes iraniennes qui ont migré au Canada. Elles passent d'un niveau 10 à un niveau 90. Vous voyez, en une génération. On a des études en Suède pour le cancer de la prostate, les personnes d'origine algérienne ou maghrébine qui passent en Suède. Là aussi, on passe de 10 à 90 ou à 100. Enfin, c'est vraiment très spectaculaire. Donc on voit bien que l'environnement, au sens global du terme, joue. Hein. Et donc il faudrait comprendre pourquoi. Après, pour en tirer les conséquences, ce n'est pas simplement anecdotique. Donc je crois qu'effectivement, quand on regarde ces différences entre pays, alors pourquoi effectivement, ce qu'on maîtrise mal, c'est la connaissance des interactions en fait, entre tous ces environnements. Et c'est là où la science d'aujourd'hui, enfin bon, quand on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ben oui, effectivement, il faut générer des masses de données aujourd'hui pour analyser des effets qui peuvent être individuellement relativement faibles, mais qui collectivement, je crois qu'il y a un vrai enjeu d'innovation là aussi à ce niveau-là. Et donc, pour l'instant, on utilise un peu des outils qui sont un peu dépassés, très clairement. Mais quand on voit des différences comme ça, voyez, imaginez qu'on puisse diminuer le cancer du sein d'un facteur 20. Imaginez en France. Et le cancer de la prostate, c'est encore plus fort, puisqu'on a un rapport de 1 à 100 avec eux. 1 à 100. Donc, en fait, pour avoir un cancer de la prostate au Bhoutan, il faut vraiment le faire exprès, quoi. Enfin, on se demande comment. C'est intéressant d'analyser qui est cette personne, d'ailleurs, parce qu'à ce niveau-là, c'est une ou deux personnes, vous voyez, voilà. Donc, mais il n'y a pas de programmes internationaux. Vous voyez, ces questions-là sont pas. Alors, il y a les données qui sont là, et on devrait avoir un travail d'analyse. Alors, on a ça sur la qualité du sperme, une étude qui se fait régulièrement, mais sur les cancers, ça reste encore des. Bon, voilà, on a ça, on donne ces données-là, mais on ne va pas plus loin.
Donc je trouve que c'est synonyme d'espoir. Si on comprend tout ça, on aura une grande partie des causes sur lesquelles on pourra agir. Oui, j'avais une petite question. En fait, en vous écoutant, je projette quelque chose dans mon environnement. Il y a 3 garçons dans la même famille, 10, 12 et 6 ans. Celui de 12 ans et celui de 6 ans sont sous traitement, ils sont hyperactifs, mais tellement ingérables qu'ils sont sous traitement. Et celui qui est au milieu, il est passé à travers. Est-ce que vous avez une explication? C'est une famille qui doit manger énormément de produits transformés. Mais, oui, en entendant ce que vous dites, je pense au cas on a une adhérente au RES, qui est une ancienne chercheuse du CNRS, et qui a créé une association qui s'appelle Orage, qui réunit principalement des parents, des enfants, des parents qui ont utilisé le Distilben. Ouais, ce fameux Distilben qui a été utilisé comme médicament, était censé prévenir les fausses couches. D'ailleurs, ce n'était pas efficace, mais ce n'est pas grave. On l'a utilisé pendant une vingtaine d'années. Et elle a eu 4 enfants. Et 2 ont été intoxiqués par le Distilben. Et ces 2 enfants, ces 2-là, se sont suicidés. Donc son combat de chercheuse a été de dire le risque psychiatrique, en fait. Hein. Et donc elle a créé cette association, elle a fait une cohorte de 1000 enfants, et on compare les enfants qui ont été sous le Distilben et les autres. Et c'est une méthode assez simple, finalement, elle a réagi en tant que chercheuse. Hein. Et on a mis en évidence, effectivement, ces troubles psychiatriques. Et alors, actuellement, ils travaillent effectivement sur les petits-enfants. Les troubles psychiatriques qui sont transmis maintenant. Et donc, des données comme celle-là nécessitent effectivement de regarder s'il n'y a pas des causes de cette nature-là. Dans une même famille, on peut avoir des effets effectivement très différents. Alors, je ne dis pas que tout s'explique de cette façon-là, bien sûr. Mais ce qui est important, si je vais évoquer, c'est-à-dire qu'on vit encore sur le mythe que tout est génétique. Oui. Et évidemment, il y a nos gènes nous construisent, mais cette action, l'essentiel aujourd'hui de compréhension, c'est l'épigénétique. L'action de l'environnement. Alors j'ai évoqué effectivement une diapo, je n'ai pas eu le temps de développer, mais le concept de la DOAD, c'est le concept plus large que perturbateur endocrinien. C'est l'origine développementale de la santé et de la maladie. C'est à la fois le stress nutritionnel, le stress chimique et le stress psycho-affectif. On voit effectivement ces 3 stress interagissent et on mesure précisément d'ailleurs ce qu'on appelle le méthylome, on mesure des radicaux méthyles qui se greffent effectivement sur l'ADN et on parle d'hypométhylation, d'hyperméthylation, on arrive à faire de liens avec les pathologies. Donc vous voyez, l'enjeu en termes de connaissances scientifiques, je retombe sur la notion d'innovation, c'est les retombées à attendre de ces concepts-là sont considérables. Parce qu'on peut aussi, après, avoir pensé qu'on puisse corriger l'épigénome. Oui, donc tout ça, c'est des grandes questions, mais c'est des enjeux. Je trouve qu'on n'est pas dépourvu face à tout ça. Hein, mais il faut changer notre façon de faire, ça très clairement. Et on est dans une université, je pense que c'est l'endroit. C'est l'endroit où on doit penser l'avenir, enfin, c'est très clairement, et penser les outils. Voilà. Merci pour cet exposé à la fois passionnant et plein d'interrogations. Et puis, donc, on va clôturer ce soir donc, cette première conférence. On remercie de nouveau l'université de nous accueillir, hein, en plus avec des moyens de communication qui sont intéressants, parce que je pense qu'un certain nombre de gens vont le suivre également en différé. J'en connais pas mal comme ça, donc le fait que ce soit donc accessible donc, sur la chaîne YouTube de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, quelque chose d'important, parce que tout le monde n'était pas libre, surtout une fin juin, il y a beaucoup d'événements actuellement. Donc merci d'être venu, et puis je crois le 28 septembre, en tout cas c'est le dernier jeudi, le 4e jeudi dernier je crois également, de septembre, même lieu, même heure à peu près.
pour un sujet qui sera totalement différent et qui va être discuté dans un petit groupe de travail qui unira également la médecine de ville, l'hôpital, l'association de patients et autres. Voilà. Donc merci d'être venu et puis bonne soirée, bon été, bonnes vacances sûrement pour tous. Et puis merci à monsieur.